j'ai la délicate tâche de vous faire en 15 minutes quelques petites présentations sur les problèmes de vigilance. Parce qu'on va parler des limites de la surveillance humaine. La vigilance, à 15h30, 16h, c'est le moment pile poil pour le faire. Très très bien. D'abord, bon, merci, ça me fait plaisir d'être là parce que j'étais étudiant ici. J'ai un passé de physiologiste au départ. On vient à l'ergonomie un peu par hasard. L'ergonomie, c'est les conditions de travail et l'aménagement des espaces, des produits et l'organisation du travail. Et ça m'amène justement à m'intéresser aux problématiques de la vigilance. Et je suis également maintenant chercheur invité à l'ESTIA pour expliquer justement chose. C'est l'école d'ingénieurs qui est basée à Dinard, Biarritz, où j'ai une plateforme d'évaluation sur le test d'usage. C'est-à-dire que comment les gens se servent effectivement des matériels, des produits ou des organisations de travail que l'on a conçues pour eux. Pas toujours comme prévu. Alors bon, le précédent intervenant a beaucoup insisté sur le fait qu'on ne faisait pas toujours ce qui était prévu. Donc alors je vais encore en rajouter une couche, je suis désolé, je ne vais pas du tout attaquer la problématique du travail et du bien fondé du travail des ingénieurs sauveteurs. Je veux simplement présenter certains points qui montrent que la surveillance humaine, la surveillance que l'on demande en termes de capacité de détection, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. C'est pas eux qui ne sont pas faits pour ça. C'est que l'être humain n'est pas fait pour surveiller efficacement. On ne sait pas faire. Et pourtant, on nous le demande de le faire. Alors évidemment, c'est un petit peu plus délicat parce que si les gens qui vous emploient pensent que vous êtes capable de détecter à coup sûr des cibles qui sont rares, quelqu'un qui se voit, c'est pas fréquent. Heureusement. Hein? Donc l'occurrence est très faible. Et en plus, il n'y a pas un signal d'alerte tout de suite, là, comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui se voit. Non, non. C'est un petit truc qui se passe dans un endroit où normalement vous devez aller regarder, mais vous ne regardez peut-être pas. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont faire que vous ne regardez pas. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et puis j'aurai quelques réflexions à la fin sur cette problématique. Alors un constat parmi d'autres, je m'appuie sur une étude communiquée il y a une dizaine d'années. Je dois dire que ce travail que je vous présente, il date de 10 ans, 10-12 ans. À un moment où j'avais fait une revue de questions pour faire une présentation à une commission à l'Assemblée nationale en 2003. Et il y avait besoin de quelques arguments sur une problématique de capacité de détection des méthages. Je l'ai reprise pratiquement in extenso parce que ça n'a pas changé. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi on aurait évolué dans une capacité de détection. Mais on aurait pu avoir donné de nouvelles, mais il n'y en a pas tellement. Donc, alors vous allez voir, moi il n'y a pas beaucoup de photos, mais il y a beaucoup plus de graphiques qui expliquent, enfin, je m'appuie sur une littérature, qui explique un petit peu tout ça. Donc là, je prends juste ce point de départ, qui n'est pas du tout pour mettre en avant cette étude, simplement pour dire que dans plus de la moitié des cas, quand on fait des tests avec des mannequins sous l'eau qu'on place à des endroits sans trop prévenir les gens, on s'aperçoit qu'il faut quand même plus de 30 secondes pour les trouver. C'est un petit peu embêtant, on aimerait bien que ça aille un petit peu plus vite. Et en fait, pourquoi? Pourquoi? C'est pas parce que je montre cette étude, c'est juste pour situer le contexte. Hein. Pourquoi? Parce que quand on nous demande une tâche de surveillance, eh bien, on ne sait pas surveiller efficacement. On n'est jamais efficace à 100%. Jamais, jamais. Ça, c'est une fausse idée. Il faut se le balayer de la tête. On ne peut pas. Alors, bien sûr, si vous avez des trucs, on vous dit, tiens, regarde, là, il va apparaître quelque chose, tu vas détecter. Ça, c'est clair. Si par contre, on dit, voilà, tu surveilles là, et peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose qui va se passer. Ben là, c'est plus dur. Et c'est plus dur, je vais vous montrer quelques exemples de principes qui existent depuis longtemps. Et le problème, c'est qu'en plus, on n'a pas conscience des faits de détection qu'on a ou des omissions. C'est-à-dire que ben, ça va passer, ben, même si on a le souhait de bien faire. Et en plus, il y a plein de facteurs qui vont venir s'empiler là-dessus. Des facteurs internes, des facteurs externes, qui vont influer sur notre capacité de détection. Alors on va prendre le cas des maîtres nageurs. D'abord, il y a le rythme biologique. C'est-à-dire la fluctuation de notre état d'éveil qui se passe, il faut savoir que toutes les 90 minutes à peu près, on a des baisses de vigilance. Et puis à un certain moment, on va se retrouver avec des baisses plus marquées de vigilance qui vont de la somnolence parce qu'on a un peu de pression du sommeil, ou alors on va être en hyper-excitation. Donc ça, on va changer dans le terme d'état, et c'est pas bon pour notre efficacité. Et puis il y a plein d'autres facteurs qui vont jouer, comme l'enclairement, le bruit, la chaleur, la mobilité, et ainsi de suite. J'en passe des meilleurs, je vais vous les évoquer, et puis on conclura sur, j'espère, avec plus temps, sur quelques pistes plus réjouissantes. Voilà. Première chose, pour être efficace, il faut être bien éveillé. Quand on parle de vigilance, la première chose, c'est l'état d'activation, l'état d'éveil. L'état d'éveil, c'est physiologique, c'est l'alerte attentive, ça correspond à un état d'activation du cerveau, là, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on n'y reste jamais longtemps. On peut aller vers l'émotion vive, c'est quand on est un peu stressé,
et la performance décroît. Et si vous êtes trop stressé, ça bloque tout, vous êtes complètement bloqué. Vous savez, les gens qui utilisaient des régulateurs de vitesse qui se bloquaient, paraît-il, enfin, c'était eux qui étaient bloqués mentalement, ils étaient complètement stressés, ils ne faisaient plus rien. Voilà. Et après, vous pouvez passer dans d'autres états, c'est la relaxation et la somnolence. Alors, je vous ai mis là en bleu, parce que je vais revenir un peu après. Alors, je ne vous souhaite pas d'aller ensuite dans le sommeil léger et profond, mais ça pourrait arriver, hein, quand même. C'est jamais. Voilà. Donc, ça, c'était le versant. Donc, le versant initial, c'est le prérequis. Soyons éveillés. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que, quand on est éveillé, on est capable de faire. Là, je suis éveillé, tout va bien, et ça, c'est une expérience principale de McWorth en 1950, qui a mis des gens sur la tête de l'horloge. Il avait mis ça en place pour démontrer que les opérateurs sonars qui détectaient les sous-marins ennemis qui venaient couler les bateaux en Angleterre, eh bien, c'était pas de leur faute s'ils rataient les sous-marins qui arrivaient. Sur les sous-marins, bien sûr, ils faisaient exprès de ne pas se faire reconnaître, c'est évident. Eh bien, ils ne les trouvaient pas. Dès les premières 30 minutes, vous voyez, il y a 15% de mission en termes de détection. C'est-à-dire que quand il y a des petites choses qui arrivent de manière, dans des tâches de vigilance, c'est des signaux qui sont imprévisibles et faiblement supraluminaires. Ça correspond bien à la surveillance qu'on fait quand il y a des voyages, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est clair, qui est basique, qui n'est jamais remis en cause. On peut refaire plein d'autres. Bien sûr, si on change le contexte du travail, on ne sera pas dans ce contexte-là. Vous allez avoir d'autres tâches, on n'est pas pareil. Je vous ai parlé de l'hypovigilance tout à l'heure et de la somnolence. Alors l'hypovigilance, ça correspond à la relaxation, c'est une diminution transitoire du niveau d'éveil. Et là aussi, c'est non perçu de manière consciente. Quand vous êtes en conférence, au bout d'un moment, vous écoutez bien, puis après, ça flotte un peu. C'est bien pour la pensée créative. Mais c'est génial aussi pour faire des omissions. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et si on place trop longtemps dans une situation monotone, c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrête les cours 45 minutes, hein, pour les laisse pas trop longtemps. D'une part, en termes d'effort mental, mais il y a aussi une espèce de somnolence qui s'installe. Il y a que les ruptures de monotonie qui permettent de remettre tout ça dans le circuit. En fait, quand monsieur parlait des gens qui papotent avec les clients ou les clientes, c'est peut-être une rupture de monotonie, c'est peut-être nécessaire, pourquoi pas. Hein. Voilà. Alors ça c'est bon, la relaxation c'est traité. La somnolence c'est le micro-sommeil, c'est les intrusions de sommeil léger. Alors contrairement à ce que vous pouvez croire, vous en avez tous si vous avez un peu de tête de sommeil. Moi je suis allé regarder les crocodiles, je ne sais pas où, avec quelques-uns de mes collègues experts, hier soir, on s'est couché à 1h du matin. Ce matin j'avais de la somnolence, une intrusion de micro-sommeil. C'est là où j'avais du mal à garder les yeux ouverts, ça arrive à tout le monde, même avec une charge de travail très importante. Moi j'ai enregistré des micro-sommeils sur des pilotes d'essai au cours du touchdown, vous savez, quand l'avion touche au sol, pendant la certification d'un 340. Ils dormaient les yeux ouverts. Comme quoi l'avion est vachement bien certifié, hein. Vous pouvez monter dans l'avion et le nickel. Les pilotes, ils dormaient. On peut dormir les yeux ouverts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, trop lutter dedans. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas détecter de signaux. Et en plus, c'est pas tellement qu'on ne peut pas les détecter pendant quelques secondes, mais c'est la panique. La micro-panique qu'il y a juste après, parce que qu'est-ce qui m'est arrivé? Combien de temps je suis resté comme ça? Alors, quand vous conduisez une voiture, si vous faites trop longtemps, vous terminez en général pas au bon endroit. D'accord? Ça, c'est les trucs. Alors, l'autre chose qu'on doit savoir, c'est qu'en fait, ce qu'on vous demande, on vous demande de faire une tâche qui est relativement facile, qui est une tâche de surveillance. Et une tâche de surveillance, pour avoir un bon niveau de performance, eh bien, il faut une activation physiologique importante. Alors si la tâche devient dure, on a besoin de moins d'activation. C'est un peu ambigu ce truc-là, c'est antinomique. Hein. C'est-à-dire que pour être bien efficace dans une tâche de surveillance, il faut être hyper réveillé. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Voilà. Alors après, il y a plein de choses qui vont venir dégrader tout ça. Je vais un peu vite parce que j'ai pas trop de temps. D'abord, les signaux critiques et la vigilance. Si la probabilité est faible de signaux critiques, eh c'est la courbe rouge. Au bout d'un certain temps, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Ça c'est connu. Par contre, si il y a beaucoup plus de signaux critiques, heureusement il n'y en a pas, hein, c'est le noyer, mais la probabilité devient plus élevée, bien effectivement ça stabilise, on devient meilleur. Mais c'est pas le contexte les maîtres nageurs, ils sont dans le rouge. Pas de chance. Voilà. Bruit et privation de sommeil. Alors là aussi le bruit, une piscine, il y a du bruit en général. Hein. Donc vous voyez que ça dégrade, si vous avez un sommeil normal, eh bien votre capacité de détection, alors c'était en termes d'erreur, c'est d'autres manips, hein, eh bien vont se retrouver dégradés, vous passez de la courbe orange à la courbe bleue. Alors par contre le bruit, ça a un effet très, très positif, c'est un peu contradictoire, c'est que si vous êtes un peu somnolent, ça vous ramène quand même à un bon niveau. Mais bon, ça c'est
on va dire, tiens, c'est bien, finalement, il faut travailler en ambiance bruyante quand je n'ai pas bien dormi. Oui, sauf que, le bruit, ça altère autre chose. C'est le partage de l'attention. Vous allez voir que c'est embêtant. Parce que, imaginons, j'ai juste à surveiller un truc ici, c'est génial. S'il y a du bruit ou pas de bruit, ça ne change rien. Par contre, si je dois surveiller là, puis là, puis là, parce que c'est quand même difficile, quand même que je scrute un peu partout, eh bien, si je dois surveiller plusieurs endroits à la fois, eh bien, le bruit altère ma capacité de détection. Dès que l'ambiance devient bruyante, vous le voyez, le pourcentage de détection de bleu passe en rouge et ça va pas très bien. Hein. Et puis en plus, le bruit, eh bien, ça fait quoi? Ça focalise l'attention. C'est-à-dire, ça améliore notre efficacité dans un endroit bien donné et ça la dégrade à côté. Voilà ce qui se passe. En fait, quand il y a du bruit, on est capable de bien se concentrer sur certains trucs parce qu'on est obligé de filtrer des choses. Et puis le reste, eh bien, on laisse passer. Le problème, c'est qu'en général, les gens ne vont pas aller se noyer par plaisir juste à l'endroit où vous regardez, quoi. Bon, un peu bête, quand même. Ils vont ailleurs. Bon, ils descendent. La température, eh bien, ça continue. 26 degrés, et dans en piscine, en général, il fait pas froid. Hein. 26 degrés, moins de 30% de performance en capacité de détection par rapport à son optimum. 30 degrés, moins 45%. Ça, c'est l'indique. Répéter. Oui, ça monte à longtemps, ces manips-là, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, on pense que, effectivement, vu l'efficacité relative de l'être humain en capacité de surveillance, et surtout dans une piscine, si on a des moyens qui l'aident, c'est-à-dire que le taux surveillant électronique, ça peut aider. Ça peut aider, mais ça reste tributaire de beaucoup de choses. Ça reste tributaire de la fiabilité du système, et de son acceptabilité par les professionnels. Alors pourquoi ça peut ne pas être très acceptable? Ça ne peut pas être très acceptable si, eh bien, s'il y a des fausses alarmes, s'il y a des fausses détections. Vous voyez ici un exemple de résultat sur les capacités de, comment dire, s'il y a plein d'informations non pertinentes qui viennent d'un système d'alarme, mais au bout d'un moment on ne le traite plus. C'est-à-dire que s'il y a 5 informations non pertinentes par minute, bon, ça va. On continue à lui faire confiance, on dit ouais, c'est trop un petit peu, mais bon. Si par contre ça vous envoie plein d'alarmes, voilà, il y a encore un qui se pose ici, et au bout d'un moment, et puis on va le filtrer, ça ne servira plus à rien. Donc, pas dégrader l'efficacité d'un système. Ça revient à une discussion qu'on avait à midi avec quelqu'un qui disait ouais, mais si vous dégradez ce système, ça sera moins cher, mais ça détectera quand même. Oui, mais sauf que si ça détecte mal, eh bien ça ne sert plus à rien. Donc c'est jeter de l'argent par le tête. C'est pas le but quand même de la démarche. Il y a quand même aussi d'autres effets indésirables possibles, c'est que si vous mettez un co-surveillant électronique, il y a plein de choses qui peuvent arriver. La complaisance, ça on a vu ça dans le monde aéronautique, c'est la confiance exagérée dans le fonctionnement du système. À partir du moment où vous avez un truc qui vous fait la béquille de surveillance, ben vous risquez d'aller surveiller autre chose. C'est-à-dire que vous dites ok, il est là, il surveille. Et ça s'appelle de la complaisance. La deuxième chose, c'est le syndrome de l'ennui panique. Qui est quand on passe, comment dire, avec ces systèmes-là, imaginons que tout va bien, et ainsi de suite, et subitement il y a un truc qui se passe, il y a une alarme. Et comme on sait qu'on a une super confiance dans le système, quand il y a une alarme, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et là, il y a ce qu'on appelle, il ne faut pas une phase monotone, de forte charge de travail, et ça se traduit quelquefois par des réactions inappropriées. Alors, il y a une sorte de travaux qui sont dans ce domaine-là, et depuis les plus récents, les plus anciens sont 88-89, et ça monte encore en puissance, notamment dans le domaine de l'aéronautique, où on a mis pas mal d'automates, de trucs qui sont là pour les copilotes électroniques, pour aider tout le monde. Et puis quelquefois, on s'aperçoit quand il y a des alarmes, on ne sait plus comment gérer, on est complètement paniqué. Voilà. Et puis il y a aussi une possibilité de dégradation de la conscience de situation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne rafraîchit pas son image mentale en surveillant et en balayant de manière récurrente parce que le système le fait à votre place, eh bien on ne remet pas à jour sa carte mentale. Voilà. Alors pour conclure, c'est rester optimiste. Donc, soit, on va garder le cas d'école où on garde le maître nageur sauveteur qui surveille. Parce qu'on pourrait prendre le cas d'école où on l'enlève et on met la machine. Et le maître nageur, il forme les gens, il fait autre chose. C'est louable aussi là. Moi j'ai proposé de remplacer les pilotes dans les avions, on dit que ce n'était pas acceptable, parce que les passagers n'auraient pas monté. Pourtant on sait faire aussi. Voilà. À mon avis, il y a plusieurs choses à faire. D'abord renforcer la formation des maîtres nageurs sauveteurs sur certains points, et notamment sur les facteurs de sensibilisation à la vigilance, surtout chez les jeunes. Les jeunes, dans la salle, ont tendance à surestimer leur capacité à vaincre la sonde de lance.
C'est pas par hasard qu'il y a plein d'accidents liés à la somnolence chez les gens de moins de 30 ans. D'accord, ils s'exposent plus, mais on a tendance aussi à sous-estimer sa capacité à gérer ces problèmes-là. Aménager les horaires de travail en fonction et le contenu des pauses pour gérer des ruptures de monotonie. On pourrait faire des choses certainement un peu plus élaborées. Il y a maintenant des petits outils prédictifs qui permettent de gérer les périodes prédire les périodes de somnolence en fonction de l'organisation du travail qu'on propose aux gens, en fonction de leur typologie matin-soir, plein de choses. Alors, les systèmes fiables d'assistance à la surveillance, je pense qu'il y en a qui sont proposés. Là, je vois quelqu'un de président dans le fond, là, je ne sais pas ce que ça veut faire. Enfin, eux ou d'autres, hein, moi je ne fais pas de la promotion. Maintenir la conscience du risque des maîtres nageurs en travaillant sur la coopération, c'est-à-dire que c'est bien de proposer des systèmes, il faut aussi les faire travailler avec eux. Il faut aussi les faire travailler par des simulations des entraînements. Et puis il y aura peut-être un petit point en plus, parce que j'ai écouté ce matin, quand même, je dormais un peu, soit pour poser des questions pour faire un dirigeant, mais soit aussi pour me dire, tiens, je vais en rajouter une petite couche dans l'atelier cet après-midi. On pourrait se demander si ce que vous apprenez, alors vous formez les maîtres nageurs pour qu'ils fassent leur activité de surveillance, s'ils l'ont bien compris, et s'ils le pratiquent effectivement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai terminé à travailler avec l'analyse de situation d'atterrissage chez les pilotes de chasse. Et il y a eu toute une procédure. Voilà, pour atterrir, tu dois faire ça. Et on avait analysé, on a mis des boîtes noires, et on a analysé les boîtes noires. Et curieusement, ils ne faisaient pas tout à fait ce qu'on avait prévu. On faisait des entretiens avec les pilotes, on leur disait, comment t'as fait? Ah ben j'ai fait ci, ça. Ils nous restaient petits, ils avaient bien compris. Hein. Ce qu'on leur avait appris, ils nous le sortaient. Et pourtant, il le faisait en fait dans le désordre quand on regardait la voiture. Alors il est possible que aussi, quand on fait de la surveillance, on fait effectivement comme on nous l'a appris, mais peut-être pas tout à fait. C'est humain. C'est en fait l'être humain s'appuie sur les communautés de l'action. On travaille pour avoir une efficacité qu'on juge, nous, optimale, en fonction de notre propre évaluation du risque. Mais elle est personnelle et elle fluctue avec le temps. Alors, on pourrait peut-être, par exemple, regarder, maintenant, il y a des moyens assez géniaux que j'utilise, moi, chez moi, là, dans le labo, pour d'évaluation de nouvelles interfaces. C'est des petites lunettes, enfin, c'est un peu plus lourd que ça, mais, qui sont équipées de systèmes de tracking. Ça enregistre ce que vous racontez, ça enregistre ce que vous regardez de la scène, mais en plus, c'est direction du regard. Vous voyez? Voilà, c'est génial ça. Alors si éventuellement vous voyez faire un test en piscine, tiens, mais alors vous allez me dire, bah oui, mais si tu mets la lunette sur la tête des gens, bien sûr qu'il va regarder, il va faire comme. Alors ça, je peux vous assurer que ça marche à tous les coups. Vous mettez le truc au début, il dit ouais, je regarde, vous le laissez 10 minutes, et au bout de 10 minutes, il se remet à regarder quelque chose. C'est-à-dire que la personne qui rentre, par exemple, celle-ci va la regarder. Surtout si elle est souriante, sympathique, ainsi de suite. Si elle vient me dire, vous avez fait votre temps, elle vient sympathique. C'est comme ça. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que c'est juste mon temps.